Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Laure Demeure, chef de service à l'ATMP de Savoie, donc l'association tutélaire des majeurs handicapés de Savoie, protégés, pardon, n'importe quoi, qui va nous parler des mesures de protection juridique des personnes majeures. Du coup, je laisse la parole à Madame Demeure qui nous fait l'honneur de sa présence. Voilà, à vous. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente, je suis Anne-Laure Demeure, donc chef de service à l'ATMP de Chambéry. Au niveau donc, de la présentation, il y aura un premier temps où je vous parler des mesures de protection juridique et de tous les dispositifs qui existent avec l'habilitation familiale et le mandat de protection future. Et puis, dans un second temps, je resterai à votre disposition si voilà, il y a besoin de préciser certains éléments ou si vous avez pour répondre à vos questions. Simplement pour nous présenter, donc l'ATMP, c'est l'association tutélaire des majeurs protégés. Donc, on a notre siège social qui est à Chambéry. Il y a 2 antennes, une qui est située à Albertville et l'autre à Aix-les-Bains. Donc, nous sommes 35 salariés avec un conseil d'administration. Donc, notre président, c'est Jean-Yves Camoz. Donc, il y a une équipe de direction, donc chef de service avec 4 responsables de site, 20 délégués qui gèrent en moyenne chacun entre environ 55 mesures pour un temps plein. Et il y a aussi une équipe administrative, donc gestionnaire de compte et secrétariat. Chambéry, on fonctionne avec 2 tribunaux, donc Chambéry et Albertville. Il y a une cour d'appel à Chambéry et on exerce aussi donc 2 permanences en fait sur Moutier et Saint-Jean-de-Maurienne, donc tous les 2 mois. La volonté en fait de notre organisation, c'est d'être au maximum à proximité en fait des personnes que l'on suit, puisqu'au niveau de la TMP, on intervient sur l'ensemble du département de la Savoie. Au niveau des mesures de protection juridique, donc il y a eu une évolution en fait qui a été très importante depuis 2007. Donc c'est la diapo suivante. Pardon. Qui vise en fait, et depuis chaque année en fait, donc la législation évolue. Le but vraiment du législateur en fait, c'est d'accorder de plus en plus d'autonomie aux personnes qui sont sous un régime de protection juridique. Donc depuis 2007, la volonté du législateur, c'était de dissocier l'aspect juridique de l'aspect social. C'est-à-dire qu'avant 2007, en fait, des personnes qui avaient simplement des difficultés financières pouvaient se retrouver sous mesure de protection. Donc, depuis 2007, ce n'est plus du tout possible, puisqu'on le verra ensuite sur les conditions d'ouverture d'un régime de protection. Il faut impérativement qu'il y ait une altération des facultés mentales pour en fait bénéficier d'une mesure de protection juridique. L'affirmation aussi de la priorité familiale, c'est-à-dire que le juge, en fait, dans la mesure du possible, il va toujours essayer de confier des mesures de protection à la famille. Depuis 2007 aussi, notre secteur est professionnalisé, c'est-à-dire que tous les délégués à la protection des majeurs en fait, doivent suivre une formation. Donc, c'est obtenir un certificat national de compétences pour pouvoir exercer. La personne protégée donc, est replacée vraiment au centre du dispositif, c'est-à-dire que quelle que soit la mesure de protection, on va toujours essayer de rechercher la volonté de la personne et de la respecter. Il y a eu un nouveau concept qui a été créé également donc, par cette loi, c'est le mandat de protection future, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et un nouveau dispositif aussi en 2015, donc, qui est l'habilitation familiale, et qui a été aussi largement élargi depuis 2019. Donc, une nouvelle loi importante pour notre secteur qui est celle du 23 mars 2019, donc qui vise à renforcer en fait les droits fondamentaux des personnes protégées pour qu'on respecte leur volonté et qu'on n'agisse pas à la place d'eux. Alors, sur l'ouverture d'une mesure de protection juridique, donc il y a 3 principes. Diapo suivante. Merci. Donc, il y a les 3 principes. C'est le principe de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité. Donc, c'est vraiment les conditions d'ouverture. Le principe de nécessité, c'est-à-dire que le juge en fait, doit constater que la mesure de protection est nécessaire et ça passe obligatoirement par un certificat médical qui est rédigé par un médecin expert, c'est-à-dire un médecin qui est inscrit sur la liste du procureur de la République.
Ça ne peut pas être un médecin généraliste et encore moins un médecin de l'établissement dans lequel vit le majeur. Donc, sans ce certificat médical, il n'y a pas de mesure de protection possible. Ensuite, dans un deuxième temps, le juge va vérifier qu'il n'y ait pas d'autres moyens en fait, que la mesure de protection. Donc, des moyens plus souples, par exemple, tels que les procurations, l'application des règles, des régimes matrimoniaux, ou encore des mesures moins contraignantes, comme de l'accompagnement budgétaire. Enfin, donc, il y a aussi le principe de proportionnalité. Donc, c'est-à-dire que le juge va auditionner donc, la personne qui va être protégée et pour adapter en fait, le régime de protection donc, qui correspond le plus en fait, à ses capacités. Le but vraiment du juge, c'est de lui laisser aussi un maximum d'autonomie. Donc, ce qui fait qu'on a une multitude en fait, de mesures de protection qui sont possibles, avec des mesures de protection qui s'appliquent au bien ou à la personne, voire les deux. Alors, pour saisir le juge des tutelles, en fait, il y a deux moyens. Donc, selon en fait l'auteur de la demande. Le juge des tutelles, il peut être saisi donc par la personne protégée elle-même, c'est-à-dire qu'il y a des majeurs qui vont demander en fait à bénéficier d'une mesure de protection. Donc, il y a son conjoint ou la personne avec qui elle vit en couple, un parent ou un allié, beau-frère, belle-sœur, et enfin une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables. Donc ça, c'est indiqué par le Code civil. Donc, en dehors de ces personnes, la demande passe obligatoirement par le procureur de la République, donc notamment tous les professionnels. Et le rôle en fait du procureur de la République, il a un rôle de filtre. C'est-à-dire qu'au vu de la requête qui lui est transmise, il va décider en fait de transmettre la demande au juge des tutelles ou au contraire, il peut décider de la classer sans suite s'il n'y a pas tous les éléments ou s'il estime en fait qu'il n'y a pas de nécessité de mesure de protection. Alors ensuite, donc diapo suivante. Alors, une fois que la demande arrive en fait sur le bureau du juge, le juge doit auditionner en fait l'intéressé, sauf si le certificat médical stipule expressément que la personne n'est pas en capacité en fait d'être auditionnée. Donc l'audition peut se passer, généralement elle se passe au tribunal, devant le juge des tutelles. Parfois, les majeurs ne sont pas en capacité de se déplacer et auquel cas, c'est le juge qui va se déplacer pour rencontrer en fait donc la personne protégée. Le but de cette audition, en fait, c'est que le juge se rend compte par lui-même des capacités en fait du majeur et de prononcer en fait une mesure la plus adaptée à ses capacités. Le juge a aussi la possibilité de demander des informations complémentaires. Donc, il peut solliciter la famille, il peut solliciter des professionnels, il peut solliciter aussi une enquête sociale s'il veut plus de précision. Donc voilà, il peut recueillir en fait l'ensemble des informations dont il a besoin pour se prononcer. Et enfin, il a la possibilité aussi de prononcer une sauvegarde de justice quand il estime ne pas avoir les éléments suffisants pour orienter la mesure vers une curatelle ou vers une tutelle. Ça va lui permettre de protéger à minima la personne pour ensuite se prononcer vers une mesure juridique à proprement parler. Alors, la mise en place de la mesure de protection, donc le juge, une fois qu'il a tous les éléments, il va se prononcer sur un certain nombre d'éléments. Il va se prononcer déjà sur la nature de la mesure, à savoir si ça va être une curatelle ou une tutelle. Ensuite, il va se prononcer en fait sur la durée de la mesure. Donc, depuis 2007, la mesure de protection, lorsqu'elle est prononcée pour la première fois, le principe, c'est que c'est 5 ans maximum et 10 ans uniquement pour les mesures de tutelle lorsque l'altération des facultés mentales n'est pas susceptible d'évolution. Donc, c'est le cas notamment des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou encore en fait des jeunes majeurs qui souffrent d'un handicap de naissance. Donc ça, c'est une notion qui est quand même importante parce que jusqu'en 2007, les mesures de protection n'avaient pas de limite de durée. Donc tous les 5 ans, ça veut dire qu'il faudra de nouveau saisir le juge en fait, pour qu'il renouvelle la mesure de protection.
le juge va se prononcer également sur les modalités de la protection, donc tant sur les biens ou la personne. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir une mesure qui va ne concerner que les biens, où en fait notre mission, ça va être de percevoir les ressources des majeurs protégés et donc de régler l'ensemble des dépenses. Et le majeur peut conserver en fait tout ce qui concerne sa personne, c'est notamment tout ce qui est en lien avec les autorisations d'opérer, tout ce qui est aspect médical ou encore droit à l'image. Le juge peut se prononcer donc sur l'un ou l'autre, ou on peut avoir en fait l'ensemble des missions qui portent tant sur les biens que la personne. Et enfin, le juge va également donc désigner le mandataire, qui peut être une personne physique ou une personne morale. Donc, sur le département de la Savoie, il y a 2 personnes morales, donc l'ATMP, où il y a également donc l'UDAF, et il y a aussi des mandataires privés. Il peut aussi nommer, en tant que tuteur ou curateur, un membre de la famille. Enfin, depuis 2007 également, il y a possibilité de contester la décision du juge des tutelles en saisissant en fait la cour d'appel. Donc ça, il faut le faire dans les 2 mois à partir du moment où on reçoit la notification donc, du jugement. Donc on voit bien vraiment la volonté en fait du législateur de préserver les droits des majeurs et de contester aussi donc les décisions qui le concernent. Donc sur les mesures de protection, donc il y a la sauvegarde de justice qui est une mesure entre guillemets un petit peu à part parce que c'est une mesure qui est temporaire contrairement aux mesures de curatelle et tutelle. Donc la sauvegarde de justice, donc elle peut être prononcée par le juge des tutelles avec mandat ou sans mandat. C'est la diapositive suivante. Donc il faut savoir que le majeur, en fait, quand il est placé sous sauvegarde de justice, il conserve l'exercice de ses droits. Par contre, l'avantage de la sauvegarde de justice, c'est que si le majeur, il passe des actes qui lui sont nuisibles, il aura la possibilité par la suite de saisir le juge pour les faire annuler. Contrairement à une personne qui n'est pas placée sous sauvegarde de justice, si on commet un acte, qu'on vend un bien à un prix bien inférieur, par exemple, à sa valeur, on ne pourra pas en fait annuler. Quelqu'un qui est placé sous sauvegarde de justice, donc tous les actes qu'il a passés pourront être annulés s'il saisit le juge en ce sens. Donc c'est une mesure en fait qui est provisoire et pour lesquelles nous on aura des missions qui seront très limitées puisque le juge va indiquer dans quelles sont nos missions. Donc c'est une mesure en fait qui est limitée à 1 an et qui peut être renouvelée une fois. Donc, pendant la sauvegarde de justice, le majeur ne pourra pas accomplir les actes pour lesquels on a été désigné. Sinon, ils seront nuls de plein droit, c'est-à-dire qu'ils n'auront aucune valeur juridique. Et enfin, c'est une mesure qui n'est pas opposable au tiers, puisqu'il y a simplement une publicité qui est restreinte, c'est-à-dire qu'il y a une inscription en fait, sur le répertoire spécial du parquet. Donc, ce répertoire, ça permet en fait uniquement aux professionnels ou toute personne qui manifeste un intérêt à pouvoir le consulter. Ça peut être le cas en fait d'un notaire qui a un doute, par exemple, sur le vendeur. Il veut vérifier qu'il ne bénéficie pas d'un régime de protection. Il peut consulter en fait ce répertoire. Par contre, un tiers n'a pas accès à ce répertoire. Donc, généralement, nous, on a des mesures de sauvegarde et la plupart du temps, c'est elles précèdent une mesure de tutelle ou curatelle et on a généralement 6 mois pour aiguiller le juge en fonction des rencontres, de la situation du majeur. On pourra l'orienter pour savoir si le majeur doit bénéficier d'une mesure de protection ou pas. Et s'il doit bénéficier d'une mesure de protection, quelle mesure, selon notre expertise, il doit bénéficier? Est-ce une curatelle ou une tutelle? Donc, les 2 régimes en fait, de protection sont donc la curatelle et la tutelle. Alors, la curatelle, ça signifie que c'est un régime d'assistance
Et cette assistance, en fait, elle se manifeste par une double signature, c'est-à-dire notre signature, enfin la signature du majeur protégé, donc la nôtre. Il y a 3 types de curatelles. Donc, il y a les curatelles simples. Donc, c'est-à-dire que le majeur, en fait, il va percevoir ses ressources, il va régler, en fait, donc toutes ses dépenses courantes. Par contre, on interviendra uniquement sur les actes très importants qui portent sur son patrimoine. Donc, il va assurer la gestion courante, en fait, de sa vie, effectuer ses démarches, souscrire des assurances, ses cotisations, choisir sa mutuelle, etc. Par contre, s'il a besoin de débloquer une assurance vie ou un livret d'épargne, il faudra en fait qu'il y ait notre accord. Et en cas de désaccord, le majeur a la possibilité de saisir le juge, ou alors nous avons aussi la possibilité de saisir le juge, et c'est le juge qui tranchera en fait le désaccord. Ensuite, il y a la curatelle renforcée, donc c'est le régime en fait le plus courant, où là, on intervient pour assurer la gestion en fait courante. Donc, c'est-à-dire qu'on va percevoir les ressources du majeur, donc sur un compte bien évidemment à son nom, et on va régler en fait toutes les dépenses à partir de ce compte. Et on va effectuer aussi toutes les démarches pour être sûr que le majeur a bien ouvert tous ses droits, que ce soit ses droits auprès de la CAF, que ce soit ses droits retraite. On va vérifier qu'il perçoit bien toutes les ressources auxquelles il peut prétendre. Et enfin, donc, il y a un dernier régime, mais qui est en train de s'estomper, qui était la curatelle aménagée, où le juge, en fait, dans son jugement, en fait, va déterminer les actes que le majeur peut faire seul et les actes pour lesquels il faudra notre assistance. Donc, très souvent, les curatelles aménagées étaient utilisées précédemment pour envisager une main levée ou un allègement de mesures. Donc, c'est-à-dire, en cas d'exemple de curatelle aménagée, c'est que le juge pouvait nous dire, ben voilà, vous réglez que le loyer et tout le reste, vous redonnez en fait au majeur pour qu'il règle ses dépenses, ses différentes factures, EDF, téléphone, l'eau, etc. Donc ça, c'est inscrit clairement en fait donc, dans le jugement. Ensuite, il y a le régime donc, de tutelle, donc, qui est le régime vraiment le plus lourd, puisque c'est une mesure en fait, de représentation où on va représenter en fait, la personne pour tous les actes de la vie courante. La tutelle, donc, comme je l'avais dit en introduction, à l'origine, à l'ouverture de la mesure, elle est prononcée pour 5 ans et ça peut aller au-delà jusqu'à 10 ans maximum à l'ouverture dans le cadre du majeur, enfin, lorsque le majeur en fait souffre d'une maladie, d'une altération qui n'est pas susceptible d'évolution. Lors du renouvellement, la mesure peut être renouvelée jusqu'à 20 ans. Alors, le majeur, en fait, donc depuis 2007, depuis 2019, c'est au gré en fait des réformes, il voit un renforcement de ses droits. Donc là, il y a au niveau des mesures de protection, il y a sur la protection de la personne et sur la protection des biens. Donc, ce qui est important, c'est sur la personne, c'est quelle que soit la mesure de protection, on va toujours essayer de rechercher l'avis en fait du majeur protégé. Là, en l'occurrence d'actualité, ce qui se pose, c'est par exemple sur la vaccination. Donc, la vaccination, c'est à nous en fait de donner l'accord pour savoir si le majeur peut être vacciné ou pas. Mais avant de donner notre accord, on va toujours, et quelle que soit la mesure, essayer en fait de rechercher l'accord, la volonté en fait du majeur, puisque notre but c'est vraiment de faire respecter la volonté du majeur et non pas d'agir à sa place ou en pensant ce qui serait bien pour lui. La protection de la personne, c'est tout ce qui touche en fait donc aux autorisations d'opérer notamment et donc à son droit à l'image. Et il faut savoir qu'il y a des actes en fait pour lesquels ni le curateur ni le tuteur en fait ne pourront intervenir. C'est ce qu'on appelle en fait donc les actes strictement personnels. Donc il n'y a pas de liste exhaustive, mais c'est tout ce qui touche à l'autorité parentale et tout ce qui touche aussi au nom. Un majeur qui voudrait changer de nom, ni le juge ni nous, même si les sous-mesures de tutelle, ne pourront intervenir. Donc, parfois, on assiste à des choses un petit peu surprenantes.
dans ce type de mesure, puisqu'on peut avoir un majeur qui est sous tutelle, donc avec une tutelle au bien. Donc le majeur, en fait, ne sera pas autorisé à retirer de l'argent, par exemple, sur ses comptes épargne. Donc, nous pourrons le faire qu'avec l'autorisation du juge. Mais par contre, comme s'il a un enfant mineur, il pourra lui-même, en fait, retirer sur les livrets d'épargne de ses enfants mineurs. Donc, il ne peut pas le faire pour son compte à lui, mais l'autorité parentale prévaut, donc il pourra le faire, en fait, sur le compte de ses enfants mineurs. Donc, on a eu des cas comme ça où des majeurs sous tutelle, en fait, ont pu retirer donc l'argent qui était déposé sur les livrets A de ses enfants mineurs et l'argent qui avait été déposé par les grands-parents. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça parce que l'autorité parentale prévaut. Il faut savoir aussi que pour des actes qui portent gravement atteinte à l'intimité de la vie privée, quelle que soit la mesure de protection, il faudra en fait qu'on ait l'autorisation du juge. Donc, atteinte à la vie privée, c'est pareil. Il n'y a pas forcément de définition à proprement parler. Donc, c'est des notions en fait qu'on aborde très régulièrement lors de nos rencontres annuelles avec les juges. Ça peut être par exemple le port d'un bracelet électronique. Si un majeur, quelle que soit la mesure, doit porter un bracelet électronique, ou encore s'il y a des mesures de contention qui sont décidées en fait par le médecin, il faudra que ce soit autorisé par le juge des tutelles. Donc, il faut savoir aussi que depuis 2019, le droit de vote est reconnu à tous les majeurs protégés. Pour faire un petit historique et de voir un petit peu, de comprendre toute l'évolution qu'il y a eu, jusqu'en 2007, les majeurs qui étaient sous tutelle n'avaient pas le droit de vote. Le droit de vote était supprimé à partir du moment où la mesure de tutelle était prononcée. À partir de 2007, avec la loi de 2007, le juge devait se prononcer sur le droit de vote. C'est-à-dire que c'est le juge qui décidait s'il maintenait ou supprimait le droit de vote. Et à partir de 2019, le juge n'a plus la possibilité de supprimer le droit de vote. C'est-à-dire que quelle que soit la mesure de protection, tous les majeurs ont le droit de vote. Le majeur aussi, depuis 2019, a la possibilité de se marier, de se paxer, donc sans notre autorisation et sans l'autorisation du juge. Il a simplement l'obligation de nous informer. Le majeur aussi donc, doit choisir, et quelle que soit la mesure de protection, donc son lieu de résidence, et il est libre d'entretenir tout lien avec les tiers. Donc, on ne pourra jamais l'empêcher en fait de fréquenter telle ou telle personne. Et une personne qui vit à domicile, on ne pourra pas, ce n'est pas la mesure de protection qui pourra le contraindre à intégrer un établissement du type EHPAD. Donc parfois, il y a une incompréhension à ce niveau-là, puisque certains professionnels en fait demandent des mesures de protection en espérant en fait que le tuteur pourra imposer en fait le choix de la résidence, notamment l'entrée en EHPAD d'un majeur. Ce n'est pas possible. Le majeur donc a toute liberté d'aller et venir, donc il peut se déplacer sur l'ensemble du territoire français, mais aussi à l'étranger. Et enfin, il y a aussi un contrôle du conflit d'intérêts, notamment lorsque le délégué en fait à la tutelle travaille dans un hôpital. Il faudra toute intervention qui sera réalisée par l'hôpital, il faudra l'autorisation du juge pour être sûr qu'il n'y ait pas un conflit d'intérêts. De la même façon, la législation, le législateur a voulu renforcer en fait les droits des majeurs, donc à travers la protection des biens et surtout à travers la protection du logement. Quelle que soit la mesure de protection, il faudra systématiquement qu'on soit autorisé par le juge pour résilier un bail ou pour vendre donc la résidence principale ou secondaire du majeur protégé. Et il en est de même pour disposer de son mobilier. Donc ça, c'est très important parce que l'idée en fait du législateur de la mesure de protection, c'est éviter à tout prix qu'une personne en fait se retrouve sans domicile.
Donc, on peut pas, on a l'obligation aussi donc de conserver en fait tous les effets personnels, donc souvenirs à caractère personnel du majeur protégé. Donc, tout ce qui touche au logement est vraiment très, très protégé et quelle que soit la mesure de protection, il faut qu'on ait l'autorisation du juge, même sous les régimes plus légers, entre guillemets, comme la curatelle. De la même façon, au niveau des comptes bancaires, on a l'obligation donc de conserver en fait ces comptes bancaires dans les établissements dans lesquels il les a ouverts. Donc l'idée en fait de la mesure de protection, c'est qu'il y ait une photographie à l'ouverture de la mesure de protection et pendant toute la gestion de la mesure, on doit faire en sorte que cette photographie en fait bouge le moins possible pour que le jour où le majeur sortira du dispositif, qu'il ait gardé en fait toutes ses références, ses habitudes et que ça ne vienne le moins possible le perturber. Donc, si les droits des majeurs ont été largement renforcés depuis 2007, les obligations qui pèsent sur nos services sont de plus en plus importantes. Donc, on a l'obligation de réaliser dès l'ouverture de la mesure l'inventaire en fait du patrimoine du majeur. Donc, l'inventaire, ça va être tout ce qui est avoir financier. Donc, on va dire au juge tous les comptes dont le majeur est titulaire. Et on doit aussi se rendre à domicile et noter tout le mobilier dont le majeur est propriétaire. Chaque année, on doit rendre un compte de gestion. Donc, c'est-à-dire que pour chaque dépense, on doit avoir une facture. Et pour les dépenses les plus importantes en tutelle, il faudra aussi qu'on ait demandé l'autorisation d'effectuer la dépense au préalable au juge. On doit rendre, dès que le juge nous donne aussi une autorisation de faire un acte, il faudra qu'on lui rende compte qu'on a bien réalisé cet acte en lui apportant les éléments probants. Les délégués doivent être aussi, donc, comme j'avais dit en introduction, donc titulaires en fait, du certificat national de compétences pour exercer. Depuis 2007, le majeur participe aussi au coût de sa mesure. Donc jusqu'en 2007, c'était entièrement pris en charge par l'État et quelles que soient les ressources du majeur protégé. Depuis 2007, donc nos services en fait le majeur participe en fait au coût de sa mesure. Donc le coût est fixé en fait par décret. C'est le législateur en fait qui a fixé ce calcul. Et ça va être en fonction du type de mesure, s'il est sous curatelle ou tutelle. Ça va être aussi en fonction de son lieu de vie, s'il vit dans un établissement ou à domicile, et aussi en fonction de son patrimoine. Donc l'idée, un petit peu, pour faire un parallèle, vu que c'est d'actualité, c'est comme le système de l'impôt sur le revenu. Donc certains majeurs, par contre, ne payent rien au vu de leurs ressources. Bien évidemment que quand la famille est exercée par, c'est la famille qui exerce en fait la mesure de protection, donc c'est fait à titre gratuit. Donc ensuite, il y a toute la charte des droits et des libertés que je vous laisse découvrir à l'écran où on a l'obligation en fait de respecter cette charte et qui est remise systématiquement à l'ouverture de la mesure de protection à tous les majeurs que l'on suit. Enfin, la mesure de protection, elle prend fin avec la main levée, c'est-à-dire que le majeur, à tout moment, peut saisir le juge pour demander à sortir, en fait, à bénéficier donc le majeur, en fait, peut demander à tout moment au juge de ne plus avoir de mesure de protection. Pour cela, il faudra qu'il fournisse un certificat médical. Et là, le certificat médical, ça peut être son médecin généraliste. Ce n'est pas nécessairement un médecin expert. Simplement, son médecin traitant peut en fait établir un certificat médical. L'idée, c'est que dès qu'on va vers plus d'autonomie du majeur, le médecin traitant peut intervenir. Par contre, dès qu'on veut amoindrir ses droits, ses capacités, qu'on va à l'encontre un peu de son autonomie, c'est là où il faudra l'intervention d'un médecin expert. La mesure prend fin aussi en cas de non-renouvellement.
Donc, si on a une mesure en fait qui prend fin le 21 mai et qu'il n'y a pas de renouvellement qui a été demandé par nos services, que le juge n'a pas renouvelé la mesure de protection, dès le 22 mai, le majeur de plein droit retrouve l'ensemble en fait de ses droits, de sa capacité. La mesure prend fin aussi lorsqu'il déménage à l'étranger, bien évidemment, et aussi au décès du majeur protégé. Donc, à partir du moment où la personne décède, donc juridiquement, légalement, on n'a plus aucune intervention à faire. On ne peut plus intervenir. Donc, voilà sur les tutelles. Maintenant, on va voir d'autres dispositifs qui sont assez récents, qui sont le mandat de protection future et l'habilitation familiale. Mais au préalable, est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport aux mesures de sauvegarde, curatelle, tutelle? Ou vous préférez attendre la fin? Madame Monvoisin, vous préférez attendre la fin ou vous voulez poser votre question maintenant? Je vais attendre la fin, comme ça, si j'en ai d'autres, je demanderai en même temps. Il n'y a pas de souci. Et Monsieur Garnier, du coup, on attend Non, j'avais une autre question au niveau du renouvellement. Oui. Au bout de 10 ans, est-ce que c'est le juge qui nous demande ou alors c'est à nous de faire la demande auprès du juge? Alors, il y a les deux. Normalement, en fait, nous, au niveau de notre service, on procède au renouvellement 6 mois avant la fin de la mesure où on va écrire au juge pour demander le renouvellement. Chaque année, nous croisons nos fichiers avec ceux des magistrats pour être sûr en fait que tous les renouvellements soient bien effectués, donc qu'il n'y ait pas d'oubli. Donc normalement, c'est à vous de demander, si vous exercez une mesure de protection, c'est à vous de demander en fait le renouvellement de la mesure de protection. 6 mois auparavant. Alors nous, dans nos services, effectivement, c'est conseillé de le faire 6 mois avant pour être sûr qu'il n'y ait pas de difficultés. D'autant plus, donc pour le renouvellement aussi, donc si c'est un renouvellement à l'identique, par exemple une curatelle renforcée pour 5 ans, le certificat du médecin traitant suffit. Par contre, si vous voulez aller au-delà ou aggraver la mesure, il faut de nouveau l'intervention d'un médecin expert. Et les médecins experts, il y en a de moins en moins, ils sont très pris et ça nécessite un certain temps. C'est pour ça qu'on anticipe 6 mois auparavant. Même s'il n'y a pas d'amélioration de la personne protégée, il faut repasser devant le médecin. Oui, absolument. Donc après, au niveau du renouvellement, s'il n'y a pas d'amélioration dans le futur qui est envisageable, à ce moment-là, vous pouvez demander en fait un renouvellement pour 20 ans, mais forcément, il faudra que ce soit un médecin expert. D'accord, merci. Et sachant que le coût du certificat médical d'un médecin expert, il est fixé par décret et c'est de 160 € hors frais de déplacement. Ok. Donc, le législateur, en fait, depuis en 2007, a créé un autre dispositif qui est le mandat de protection future et encore un autre en 2015 qui est l'habilitation familiale. Donc, on va voir en fait sur le mandat de protection future. Alors, le mandat de protection future, en fait, c'est pour permettre à chaque personne d'anticiper le jour où il n'aura plus les capacités en fait, de décider donc pour lui-même. Donc, le mandat de protection future peut être réalisé donc, pour soi-même ou pour autrui. Par exemple, au niveau de l'AT-MP, on a signé 2 mandats de protection future. Donc, ce sont en fait des personnes, les parents en fait, qui gèrent la mesure de protection de leur enfant majeur et qui, vieillissant, s'inquiètent un petit peu de la suite pour se dire le jour où eux-mêmes ne seront plus en capacité de s'occuper, d'exercer la mesure de protection. Donc, ils ont signé un mandat qui s'appliquera le jour en fait où eux-mêmes ne seront plus en capacité d'exercer la mesure de protection, où ce sera nous qui prendrons le relais. Donc, pour signer un mandat pour soi-même, en fait, il faut être majeur et il ne faut pas faire l'objet d'une mesure de tutelle. Si un majeur est sous curatelle, il peut, en théorie, donc, le faire avec l'assistance de son curateur. Mais habituellement, c'est quand même assez rare. Sinon, il y a le mandat pour autrui.
Donc, c'est comme je viens de vous l'expliquer, c'est les parents en fait qui veulent faire un mandat pour leur enfant souffrant de maladie ou de handicap. Sachant que le mandat de protection future ne concernera en fait que les majeurs qui sont, au moment où le mandat se met en œuvre, majeurs. Ça ne s'exerce pas pour les mineurs. La forme du mandat, donc il y a deux types de mandats. Il peut être fait sous seing privé, c'est-à-dire en remplissant un CERFA, ou alors rédigé sur papier libre, mais auquel cas il doit être contresigné par un avocat. Sinon, il peut être fait par acte authentique, c'est-à-dire en fait qu'il est établi devant et par notaire. Et quand on signe un mandat pour autrui, on doit obligatoirement passer par un acte authentique, c'est-à-dire devant le notaire. À tout moment, on peut modifier en fait le mandat que l'on a signé tant qu'il n'a encore pas pris effet. Donc, certaines personnes, en fait, ont déjà signé des mandats en se disant de protection future, en se disant le jour où je ne suis plus en capacité, eh bien, je voudrais que ce soit tel ami qui s'occupe de moi parce que les enfants sont loin. Puis finalement, les enfants reviennent à proximité de la personne et elle peut à tout moment de dire bah, finalement, comme mes enfants sont revenus, je préfère que le jour où je ne suis plus en capacité, que ce soit eux qui s'occupent de moi quand je ne serai plus en capacité de le faire. Donc, au niveau du choix du mandataire, donc, celui qui va signer le mandat, donc, il peut désigner donc, toute personne physique majeure, à condition qu'elle ne soit pas sous mesure de protection juridique, qui ne fait pas non plus l'objet d'un retrait de l'autorité parentale. Et ça ne peut pas être en fait un médecin, un pharmacien ou un professionnel qui intervient donc, auprès de la personne à protéger. Ou alors, ça peut être une personne morale, donc à partir du moment où elle est inscrite en fait sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Donc en Savoie, nous sommes deux, donc il y a l'ATMP et l'UDAF de la Savoie. Les missions donc du mandataire, ça va être en fonction en fait de ce que souhaite le mandant, c'est-à-dire en fait il peut désigner un mandataire pour s'occuper uniquement de la gestion patrimoniale ou uniquement de la protection de la personne, voire les deux. C'est lui en fait qui librement va déterminer, puisqu'en fait c'est un acte qui est fait en amont des difficultés, qui va déterminer les missions en fait du mandataire. Ensuite, les obligations du mandataire sont quand même assez lourdes puisque le mandataire doit réaliser un inventaire des biens. Il doit actualiser l'inventaire donc chaque année au cours du mandat. Il doit également rendre donc un compte de gestion annuel, c'est-à-dire donc au niveau du juge, il présentera en fait donc toutes les ressources qui ont été perçues et les dépenses qui ont été effectuées. Donc, selon la forme du mandat, les pouvoirs du mandataire en fait vont différer. Lorsque le mandat a été fait sous seing privé, donc le mandataire va pouvoir en fait accomplir tous les actes de la gestion courante, donc c'est-à-dire percevoir les ressources, régler les dépenses. Par contre, il devra être autorisé par le juge des tutelles pour tout ce qui est acte de disposition, c'est-à-dire tous les actes qui portent sur le patrimoine. Si par exemple la vente d'un bien est envisagée, d'un bien immobilier, il faudra au préalable qu'il soit autorisé par le juge des tutelles. Et quand il y a un mandat notarié, donc là en revanche, le mandataire peut accomplir tous les actes, y compris ceux de disposition, donc ceux qui portent sur le patrimoine, puisque en fait le notaire va remplir toutes ses obligations et va vérifier à chaque fois que le mandat est exécuté dans de bonnes conditions. Donc là, la responsabilité, elle est plus du côté du notaire. Et au niveau de la mise en œuvre en fait, du mandat de protection future, c'est un peu la même logique que pour les mesures de protection. C'est un certificat médical en fait, donc d'un médecin expert
qui va attester que la personne donc n'est plus en mesure en fait de gérer, de s'occuper de ses affaires. Et auquel cas, en fait, il faut apporter, le mandataire donc, va apporter ce certificat médical au greffe donc, du tribunal et qui va donner un coup de tampon et le mandat s'exerce automatiquement. Il faut savoir que la responsabilité en fait, du mandataire, elle peut être engagée si voilà, le juge ou le notaire en fait, s'aperçoit qu'il y a une mauvaise exécution du mandat ou qu'il y a une faute en fait, dans l'exercice des missions. Le mandat s'exerce en principe à titre gratuit, mais il y a la possibilité en fait, pour le mandant de prévoir une rémunération ou une indemnisation du mandataire. Donc, dans le mandat, obligatoirement, en fait, doit être précisé les modalités de contrôle, donc qui peuvent être effectuées soit par une personne physique, soit par une personne morale. Et quand le mandat a été signé par acte authentique, c'est le notaire en fait qui va contrôler en fait l'activité du mandataire. Et le mandat, il va prendre fin si le mandant récupère donc ses capacités, ou alors s'il est placé sous un régime de protection juridique, donc curatelle ou tutelle, au décès du mandant ou du mandataire, ou encore si le mandataire a été révoqué par le juge des tutelles. Donc finalement, c'était un régime en fait qui était quand même assez lourd et assez contraignant, donc il n'a pas eu beaucoup de succès. Donc le législateur, en 2015, donc, a créé un nouveau dispositif qui est beaucoup plus léger, qui est l'habilitation familiale. Donc c'est un dispositif qui a été créé en 2015, qui au départ ne concernait que la représentation de la personne, et qui en 2019 en fait a été élargi aux mesures d'assistance. Donc ça peut concerner donc tant la curatelle entre guillemets que la tutelle. Donc la désignation, c'est le même processus en fait que pour l'ouverture d'un régime de protection juridique. Donc il faut que la personne ne soit pas en capacité en fait de donner un consentement en fait éclairé et qu'il ne puisse pas en fait exprimer donc sa volonté. Donc l'habilitation, elle peut être demandée en fait donc dès l'ouverture de la mesure de protection. Le seul préalable, c'est qu'il faut qu'il y ait une entente au niveau donc de la famille. Donc pour saisir le juge, c'est vraiment le pendant de l'ouverture d'une mesure de protection à proprement parler. Donc c'est-à-dire que la personne elle-même peut demander à bénéficier d'une habilitation familiale. Il y a le conjoint, partenaire de Pacs, concubin, les enfants, donc les parents, grands-parents, frères et sœurs. Donc, peuvent saisir directement donc le juge des tutelles dans le cadre d'une habilitation familiale. Ensuite, le juge peut désigner en personne habilitée, donc soit le conjoint, concubin, partenaire de Pacs, les enfants, les parents ou frères et sœurs. Donc l'avantage en fait de l'habilitation, elle peut être générale, c'est-à-dire porter en fait sur tout l'ensemble des actes relatifs à la personne protégée, donc c'est-à-dire tant sur les biens que sur la personne. Il y a une inscription qui est faite en marge de l'acte de naissance et la personne habilitée donc n'est pas tenue de rendre un compte de gestion. Donc, simplement, la seule limite qu'il y a, c'est tous les actes de disposition à titre gratuit, comme les donations, qui ne pourront pas être accomplis, en fait, qui pourront être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Donc, ensuite, l'habilitation familiale, elle peut être limitée à un ou plusieurs actes. Donc, dans ce cas-là, la personne habilitée, en fait, ne fera que les actes pour lesquels elle a été nommée. Et la personne protégée accomplira seule les autres actes. Au niveau des juges des tutelles, donc généralement, en fait, ils prononcent des habilitations en fait vraiment générales, puisque le but de ces habilitations, c'est comme il n'y a pas du tout de contrôle du juge, c'est que ça sorte en fait du dispositif donc judiciaire. Donc une fois qu'il y a une habilitation familiale qui a été donnée, celui qui a reçu l'habilitation familiale va pouvoir en fait gérer
très simplement et facilement, sans demander des autorisations au juge, sauf pour quelques actes bien particuliers, comme on l'a évoqué précédemment. Donc, c'était pour encourager finalement les familles donc, à pouvoir s'occuper en fait de leurs proches sans les enfermer dans un carcan judiciaire où par manque de temps, par manque de connaissances, en fait, les mesures familiales étaient compliquées à mettre en œuvre. Donc, l'habilitation familiale, il faut savoir qu'elle est fixée pour une durée initiale de 10 ans et elle peut être renouvelée une fois et donc ça sera 20 ans. Donc, ce qui est quand même des délais qui sont assez longs. Par contre, le juge, à tout moment, peut mettre fin à l'habilitation familiale s'il est au courant qu'il y a des difficultés en fait qui surviennent. Et la personne qui est habilitée, en fait, exerce sa mission gratuitement. Donc voilà sur l'habilitation familiale. Et puis ensuite, je voulais vous parler une dernière fois, enfin d'un dernier point aussi sur lesquels on est souvent interrogé, c'est sur les personnes de confiance. Donc il faut savoir que les majeurs qui bénéficient d'une tutelle donc, peuvent désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge. Et le juge, en fait, peut révoquer donc la personne de confiance quand il y a des difficultés en fait, qui surviennent. Et le majeur qui est en curatelle, donc lui, peut désigner en fait seul sa personne de confiance. Donc, on s'entende bien par rapport à la personne de confiance, en fait, son rôle, c'est vraiment d'accompagner, donc notamment au niveau des rendez-vous médicaux, donc la personne pour en fait faire émerger sa volonté. Après, son rôle est quand même limité dans le sens en fait où la personne de confiance va être un peu le porte-parole au niveau du corps médical de la volonté de la personne, mais au final, c'est quand même toujours en fait l'équipe médicale qui va choisir de poursuivre ou pas des soins. Concernant la personne de confiance, donc ça c'est toute personne, en fait, le majeur est libre de désigner sa personne de confiance, il n'y a aucune contrainte. Simplement, en fait, nous, en tant que service mandataire, on ne peut pas désigner personne de confiance. Et pour la désigner, c'est très simple, ça peut se faire par un simple écrit, donc sur papier libre, qui est daté, signé en précisant en fait les noms, prénoms et coordonnées de la personne de confiance, et avec la co-signature, c'est-à-dire la signature du majeur et la signature en fait de la personne de confiance qui a accepté en fait cette mission. Enfin, au niveau de la TMP, on a aussi donc un service de soutien aux tuteurs familiaux. Et donc, on est vraiment à disposition en fait pour vous répondre. Donc, soit sur des questions d'ordre général, où on intervient souvent quand des familles se posent la question de l'opportunité ou pas de demander une mesure de protection, ou au contraire, si vous êtes nommé en tant que curateur ou tuteur familial et que vous vous interrogez sur certains actes pour savoir s'il faut demander l'autorisation du juge, enfin, des questions spécifiques à votre situation. Donc, nous, on est ouvert tous les matins, en fait, de 8h30 à midi, sauf le mardi. Ou alors, vous verrez, donc, il y a l'adresse mail de Monsieur Merel, en fait, qui pourra donc vous répondre soit par mail, soit par le biais d'un rendez-vous téléphonique ou encore par le biais d'un rendez-vous physique, si vous le souhaitez. Donc maintenant, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'éclaircir certains points ou si vous avez des questions. Maintenant que le contact marche et que nous sommes reconnectés, je reste à votre disposition. Du coup, je sais qu'on a deux questions. Monsieur Garnier, peut-être Oui, éventuellement. Oui. Ah bah déjà, je ne comprends pas la grosse différence qu'il y a entre l'ancien système qui était la protection sous tutelle, où là, c'est assez laborieux, il faut tenir des comptes, il faut que le juge soit au courant de pratiquement tout. Oui. Alors que depuis 2015, avec l'habilitation familiale, c'est vrai que là, c'est libre à toutes les dispositions pour les tuteurs. Ils peuvent faire vraiment gérer d'une façon totalement, une façon totalement libre. Libre. Oui. Et je ne comprends pas cette différence qu'il y a.
Alors, en fait, alors la différence, elle est énorme puisqu'en fait, un tuteur, à partir du moment où il y a une mesure de protection, finalement, qu'elle soit confiée à la famille ou à un service mandataire, on a les mêmes obligations. Donc, c'est-à-dire que le tuteur familial devra régulièrement solliciter le juge pour obtenir des autorisations. Alors que l'habilitation familiale, à partir du moment où elle est prononcée, le dossier, si vous voulez, il sort du tribunal. Oui, tout à Il n'y fait, a mais plus justement, besoin d'autorisation, donc c'est vraiment deux choses qui sont complètement distinctes. Et c'était pour encourager, la volonté du législateur, c'était vraiment en fait pour encourager les familles, donc finalement à gérer les mesures de protection de leurs proches, puisque pour certaines familles, la mesure de tutelle était beaucoup trop contraignante par rapport à toutes les obligations qu'il y avait. Et l'habilitation familiale, on sort en fait des obligations du tuteur, ou quand par exemple on a un majeur qui est hébergé, qui réside dans un foyer d'hébergement, voilà, qui perçoit l'AH, qu'il y a des revenus où il y a peu de risques de détournement de fonds, enfin je pense qu'il faut appeler les choses clairement, qu'il y a une très bonne entente familiale, le législateur voulait remettre en fait la famille vraiment au cœur du dispositif. Et certains tuteurs familiaux trouvaient justement, avant l'habilitation familiale, que c'était beaucoup trop lourd, en fait. oui, tout à fait. Et du coup, ma deuxième question, c'est peut-on d'un régime sous tutelle passer à un régime d'habitation familiale avant la fin en matière du mandat? Oui, ça, la décision, à tout moment, vous pouvez saisir en fait le juge. Donc, effectivement, vous pouvez adresser votre demande au juge, que compte tenu des dispositifs qui sont quand même en plus récents, puisque la mesure de représentation, donc tutelle, c'est que, enfin, de curatelle renforcée, c'est que depuis 2019. Dans votre situation, c'était une mesure, vous êtes tuteur familial ou curateur familial? Tuteur. Tuteur, et depuis 2015, en fait, ça a été jugé en 2015, donc juste avant cette nouvelle loi. D'accord. Et donc, la mesure a été prononcée pour 10 ans? Pour 10 ans, oui. Oui, d'accord. Donc oui, bien évidemment, vous pouvez tout à fait demander en fait à ce qu'il y ait que le régime en fait bascule vers une habilitation familiale. Absolument. D'accord. Et là, il faudra de nouveau certainement repasser devant le médecin. Oh, mince. C'est bon. Oui. Madame Demeur, faut que vous réactiviez votre micro. J'ai fait une fausse manip. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Alors, à partir du moment en fait où l'habilitation, enfin la mesure de protection a été donc pour 10 ans, je ne pense pas qu'il y ait besoin de recommencer en fait avec un certificat médical d'un médecin expert. Pour moi, en fait, le mieux, parce que c'est vrai que c'est des régimes comme nous, on ne les gère pas du tout. Je n'ai pas de recul par rapport à ça. Mais le mieux, c'est, je vous encourage vivement à téléphoner au greffe pour savoir voilà, quelle démarche. Mais à mon avis, vu que la mesure elle est en cours, il n'y a pas besoin en fait de passer par de nouveau un certificat médical. Par contre, il y a de grandes chances que vous soyez entendu quand même par le juge qui va vérifier qu'il y a une bonne entente. Alors après, je ne sais pas si vous êtes nommé seul ou co-tuteur ou Oui, ça non, nous dépend. sommes co-tuteurs, oui. Co-tuteur. Donc voilà, donc le juge va vérifier qu'il y ait une bonne entente familiale pour prononcer en fait donc la mesure de protection. D'accord, merci. Il y a Madame Monvoisin qui avait une question et après on répondra à la question de Madame Marie qui vient de la poser sur le chat. Madame Monvoisin, je vous… C'est bon, ça passe. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Voilà, je voulais savoir pour les mesures de protection, j'ai mon fils qui va bientôt être majeur. Est-ce que c'est possible d'avoir moitié, on va dire, famille et moitié, on va dire, au niveau du juge, tout ce qui est tutelle ou curatelle? Je ne sais pas encore comment il sera placé. Mais c'est possible d'avoir les deux personnes en même temps qui aient autant d'importance l'une que l'autre? Oui,
Voilà, on est tout à fait, question très pertinente, effectivement. Donc, il y a différentes choses qui sont possibles. Alors, soit la famille peut être nommée tuteur à la personne et nous tuteur au bien. Donc, ça veut dire que vous allez consentir dès qu'il devra se faire opérer, vacciner, tout ce qui est en lien, voilà, avec donc les soins en fait de la personne, l'aspect médical, ou encore le droit à l'image aussi. Et puis nous, on peut être donc nommé tuteur au bien, ou c'est nous qui allons assurer uniquement la gestion budgétaire. Donc, c'est-à-dire percevoir ses ressources et régler les dépenses. Ensuite, ce qui peut se passer aussi, c'est que nous, on peut être nommé tuteur au bien et à la personne, et que vous soyez désigné subrogé tuteur. C'est-à-dire, en fait, qu'il faudra qu'on travaille en lien et qu'on vous explique régulièrement tout ce qu'on fait. Et avant de rendre notre compte rendu de gestion au juge, il faudra qu'on vous le transmette pour que vous le validiez. Ou à l'inverse, vous pouvez être nommé tuteur au bien et à la personne et nous subroger tuteur. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, il faudra voilà, qu'on soit informé. Et avant de transmettre vos comptes rendus de gestion au juge, il faudra qu'on les étudie et qu'on les valide. Et pour le changement, voilà, pour la tutelle du bien et aux personnes, si j'ai la tutelle des personnes, c'est moi qui choisis ce qui est mieux, l'endroit où il vit, comment il va travailler, tout ça, ça fait partie. Non, la tutelle à la personne, pardon, au niveau de la tutelle à la personne, au niveau du choix du lieu de vie, alors après, voilà, chaque situation est un petit peu particulière, mais c'est vraiment le majeur, en fait, qui va décider où il vit. Alors après, bien évidemment, là, si j'ai bien entendu, il était encore pas majeur, donc ça veut dire qu'il doit avoir 17-18 ans peut-être. Enfin, oui. Donc après, pour le choix, je pense que ça doit être fait avec des équipes, etc. Mais voilà, ce qui est vraiment important au niveau du législateur, c'est que c'est le majeur en fait qui choisit son lieu de vie. Alors c'est vrai que quand la loi a été rédigée, c'était plus faire en fait pour les personnes âgées où personne ne peut décider à la place d'une personne qu'elle va intégrer un EHPAD ou pas. Vous, dans votre cas, selon l'handicap dont souffre votre fils, effectivement, il y aura des structures adaptées en fonction des places qui vont être proposées par la MDPH, par exemple. Oui, mais c'est surtout par rapport à l'autisme. Donc, il est autiste et pas vraiment. Et j'espère qu'un jour il le sera, mais là, sincèrement, pas pour tout de suite. Maintenant, pas en état de décider ce qu'il va faire. Oui, j'entends bien. Voilà. Mais après, quand c'est quand même, voilà. Si moi je veux qu'il reste à la maison et que, on va dire, la tutelle pense qu'il serait mieux employé, c'est quand même moi qui donne mon dernier mot si j'ai la tutelle de la personne. Oui, bah en fait, alors, faut pas l'exprimer comme ça parce que c'est pas la volonté, etc. Mais effectivement, à partir du moment où voilà, vous souhaitez garder votre enfant majeur chez vous, il n'y a personne en fait qui va s'y opposer, sauf si après le corps médical dit qu'il peut y avoir un danger par rapport effectivement à sa pathologie ou des choses comme ça, sauf décision médicale. Mais sinon, non, il n'y a personne qui va s'y opposer, quoi. Merci, c'est clair. Je laisse la place à ceux qui ont d'autres questions. Et je vous remercie d'avoir répondu. C'est normal. Et puis, s'il y a d'autres questions parce que là, c'est vrai que c'était un petit peu condensé, dense, je voulais vous donner un maximum d'informations. Donc, je sais que c'est peut-être pas forcément toujours évident. Mais voilà, Julia transmettra vraiment nos coordonnées. Et s'il y a des choses qui émergent par rapport à votre situation spécifique, il faut vraiment ne pas hésiter à nous contacter. On sera là pour vous conseiller au mieux. D'accord, je vous remercie. On a deux autres questions sur le chat. Madame Marie qui demande si les mesures de protection sont applicables à partir de 18 ou 20 ans. 18 ans, c'est la majorité. Voilà. Et le SAVAS bonjour, cela marche-t-il pour la curatelle aussi? Alors, par contre, est-ce que je peux donner la parole au SAVAS parce que je ne sais plus à quoi correspond. Est-ce que…
J'ai activé le micro du SAVS, s'ils nous entendent. Ah, on n'a pas de micro. Est-ce que du coup, vous pouvez juste repréciser qu'est-ce qui marche pour la curatelle aussi, parce que ça devait être suite à une... Ils vont vous nous répondre par le chat. Alors, l'habilitation familiale, enfin, je ne sais pas si ça répondra à la question, mais en tout cas, l'habilitation familiale concerne autant les mesures de tutelle que de curatelle, c'est-à-dire les mesures de représentation ou les mesures d'assistance. Ah, oui, au sujet du partage entre l'ATMP, par exemple, et la famille. Oui, absolument. C'est exactement le même principe, c'est sur toutes les mesures de protection. Vraiment, l'idée du législateur, c'est de laisser la famille au centre. Nous, quand on est nommé, généralement, c'est que soit il y a un conflit familial important, soit une absence de famille ou une famille très éloignée qui n'est pas en capacité de s'occuper. Et sinon, il y a certaines familles aussi qui ne veulent pas. Donc ça, c'est quand il y a des problématiques qui sont plus liées à des problèmes d'addiction, qui ne veulent surtout pas s'occuper de la gestion financière et qui veulent que ce soit un tiers pour apaiser les relations. Mais pour tout ce qui touche à la personne, bien évidemment, c'est la famille qui reste au cœur. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole pour une question ou via le chat? Ah, alors, concernant un majeur protégé, comment peut-on empêcher l'accès au compte bancaire de ses enfants? On ne peut pas. On ne peut pas parce que du coup, c'est l'autorité parentale en fait qui prévaut. Le seul cas où il n'aura pas, c'est si le majeur est déchu de l'autorité parentale. Donc là, il n'aura pas accès au compte de ses enfants mineurs. Par contre, tant qu'il a l'autorité parentale prévaut en fait sur la mesure de protection. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé, alors ça n'arrive pas tous les jours, mais on a eu des cas en fait des majeurs qui n'ayant pas accès à leur compte épargne, donc du coup on vidait le compte épargne de leurs enfants qui avait été alimenté par les grands-parents. Donc après, pour éviter ce genre de situation, bah, c'est vrai que c'est peut-être d'envisager d'autres choses plus compliquées comme le système des assurances vie où ça peut être plus complexe. Mais tant que le majeur a l'autorité parentale, c'est l'autorité parentale qui prévaut. Est-ce que monsieur ou madame Duclos, je ne sais pas, vous avez une autre question? Merci. Merci à vous. Julia, moi j'avais une question. Oui, je vous écoute. Oui, pour que les mesures de protection elles soient efficientes à l'âge de 18 ans pour la personne protégée, à partir de quand doit-on commencer à faire le dossier et auprès de qui on doit, voilà, on doit remplir et faire, enfin, que ce soit l'habilitation, la tutelle, la curatelle, auprès de qui doit-on s'adresser? Donc, c'est s'adresser, alors si vous êtes un membre de la famille, notamment un parent, donc c'est directement au juge des tutelles. Donc, il faut adresser un courrier directement au juge des tutelles en expliquant pourquoi vous demandez donc une mesure de protection pour votre enfant, donc à l'âge de 18 ans. Et il faut impérativement donc qu'il y ait le certificat médical d'un médecin expert qui est inscrit sur la liste du procureur de la République pour que le dossier soit complet. Ensuite, au niveau des délais, le juge légalement, il a 1 an pour répondre à une demande qui lui est faite. Moi, ce que je vous encourage, c'est si vous souhaitez que votre enfant bénéficie d'une mesure de protection dès ses 18 ans, c'est de faire le dossier 6 mois auparavant. Et pour l'habilitation familiale? C'est la même chose. D'accord. Après, il faut voir aussi l'intérêt de la mesure aussi jeune, parce que l'intérêt d'une mesure de protection, alors il y a effectivement pour tout ce qui touche la personne, consentir aux soins, etc., donc en fonction de sa capacité, mais il y a aussi donc tout l'aspect budgétaire de savoir si à 18 ans, il a déjà des ressources ou pas.
D'accord. Mais parce que vous dites là que ce n'est pas forcément nécessaire de le faire dès l'âge de 18 ans. Alors, c'est chaque situation. Si vous, ça vous sécurise, ça va dépendre vraiment de la capacité de votre enfant. Mais c'est sûr que si vous demandez une mesure en fait de curatelle uniquement pour les biens et qu'il n'a aucune ressource, il n'y aura pas d'intérêt. Par contre, si vous demandez une curatelle ou une tutelle au bien et à la personne, parce que si demain il doit subir des interventions et qu'il n'est pas en mesure de décider seul, qu'il a besoin d'être assisté ou représenté, vous avez tout intérêt à demander la mesure de protection dès la majorité. D'accord. Moi, en fait, c'est pour une enfant qui n'a pas du tout la capacité de décider pour elle-même. Oui. Voilà, et donc c'est forcément une personne extérieure, aussi bien pour sa personne que pour ses biens, qui devra décider. D'accord, d'accord. Donc là, effectivement, il faut demander un régime donc, de représentation, donc de tutelle. Après, à voir si vous, selon la composition familiale, si vous souhaitez avoir une habilitation familiale, ce qui peut être vraiment intéressant parce que c'est quand même beaucoup plus souple pour la famille qu'une mesure de tutelle. D'accord. Ou si vous préférez que ce soit un organisme extérieur, et auquel cas, comme nous, en fait, ça sera forcément une tutelle. Et est-ce qu'on peut demander au départ l'habilitation familiale et le jour où on vieillit, c'est préparé. Donc, si par exemple les frères et sœurs ne souhaitent pas reprendre l'habilitation familiale, qu'on puisse le préparer avec la mesure dont vous aviez parlé tout à l'heure. Le mandat de protection Voilà. future. Oui. Exactement, tout à fait. Donc là, ça sera, en fait, ça va être deux choses différentes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'habilitation familiale donc pour gérer en fait le quotidien et ensuite un mandat de protection future. Donc c'est vous qui êtes nommé et le mandat de protection future, vous allez demander en fait donc vous allez signer ce mandat pour autrui, c'est-à-dire pour votre fille. D'accord. Et ce mandat de protection future, il peut être accordé aussi bien à un autre membre de la famille qu'à un organisme. Absolument. D'accord. Ça, c'est justement le choix. Donc nous, à la TMP, on en a signé très peu. Donc c'est une mesure en fait, voilà, qui a mis beaucoup de temps, je dirais, à se démocratiser. Avant, il y en avait très très peu. Maintenant, il y en a de plus en plus en fait qui sont signés. Mais effectivement, vous pouvez demander que ce soit dans la fratrie, dans la famille. Là, la seule condition, c'est qu'il faut que le mandataire accepte la mission. C'est ça, en fait, qui va être important. D'accord. Donc, si, voilà, dans quelques années, la famille, les frères et sœurs sont d'accord pour être nommés mandataires, il n'y a pas de souci. D'accord. Et si, par exemple, il y a, donc la famille a une habilitation familiale et par exemple, les parents qui ont l'habilitation familiale décèdent subitement, comment est-ce que ça se passe si jamais il n'y a pas un mandat pour une autre personne qui a été décidé par la famille? Alors là, ça va être en procédure d'urgence et c'est le juge qui va désigner un mandataire. D'accord. Donc, un nouveau mandataire qui pourra être soit un mandataire privé, soit un organisme comme le nôtre. Et régulièrement, nous, on a eu des mesures de protection où effectivement, qui étaient soit exercées par qui étaient exercées par la famille. Il y a eu un décès, voilà, donc soudain en fait du tuteur familial. Le juge a été informé. L'essentiel, c'est que le juge soit informé en fait. C'est surtout ça. Donc le juge a été immédiatement informé et là, c'est passé en procédure d'urgence. On a été nommé donc une semaine après. D'accord. Ouais, mais du coup, vaut mieux anticiper parce que le juge, il pourrait très bien décider que ce soit un organisme extérieur et pas. Et si par exemple les frères et sœurs voulaient endosser cette responsabilité, donc vaut mieux l'anticiper quand même. Je pense, moi, je vous encourage vivement à anticiper parce que je pense que c'est des décisions qui doivent vraiment se prendre au niveau de la famille et comme ça, vous êtes sûr que ce que vous souhaitez, ça sera
respecter. En fait, plus on anticipe, plus on se retrouve. Voilà, nous, on a eu des mesures de protection qui ont été très délicates parce que pas anticipées et que du coup, en fait, voilà, la famille, à un moment donné, s'était pas suffisamment positionnée. Le juge nous a nommés et puis après, la famille l'a regretté, voulait être nommée, mais voilà, n'avait pas envie de refaire toutes les démarches. Donc moi, je vous encourage vivement à anticiper dans la mesure où vous savez ce que vous voulez. D'accord. Merci. Alors, il y a une question de Madame Winter. Bonjour, lorsqu'il y a une mesure de protection familiale avec subrogé, tuteur, ATMP ou UDAF, que se passe-t-il en cas de décès du tuteur familial? Alors, en cas de décès, il faudra que nous, dès qu'on a l'information, on donnera en fait, ça y est, apparemment je peux vous rejoindre. Hop. Ah oui. Donc, en tant que subrogé, on va prévenir le juge et c'est le juge en fait qui déterminera. Oula. Ah non, on vous entend pas. Le micro. Voilà, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Du coup, On va y arriver. on va y arriver. Donc, voilà, si on est nommé subrogé, pour autant, on n'aura pas la mesure de protection immédiatement au décès en fait, du tuteur. Donc, le juge va décider en fait, de nommer peut-être un autre tuteur en nous gardant subrogé, ou alors, s'il n'y a personne, il pourra nous désigner en tant que tuteur. Mais c'est de nouveau le juge en fait, qui va décider de la nomination d'un nouveau tuteur. Madame Winter, c'est bon, ok. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un complément d'information. Et alors, du coup, on m'a posé plusieurs fois la question s'il était possible de récupérer le diaporama. Oui, bien sûr. Okay. Bon, il n'y a pas de souci. Je vous le transmettrai. Est-ce que j'ai bien l'adresse mail de tout le monde? Est-ce que vous vous étiez inscrit auparavant? Est-ce que vous aviez laissé vos coordonnées? J'imagine que oui, si vous avez reçu le lien de connexion. Mais si vous êtes passé par Facebook, par contre, je n'aurai pas votre adresse mail et je suis preneuse. Voilà, n'hésitez pas à la mettre dans le chat, comme ça je vous l'envoie juste après la conférence. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je m'interrogeais, c'était suite à… Allô? Oui, on vous entend. Oui. Donc, c'était suite à l'intervention de Madame Marie qui demandait comment prévoir l'avenir en parallèle d'une mesure de protection, d'habilitation. On parlait de la mesure de… Le mandat de protection future. Mandat de protection future, mais du coup, le mandat de protection future, il devient contraignant parce qu'il faut faire l'inventaire et la gestion des biens annuels. Ah oui, voilà, après… Voilà. Donc là, pour le coup, il y a peut-être… on a peut-être plus intérêt à exprimer notre volonté dans un testament que de le faire par un mandat. Alors, le testament, ce n'est pas la même chose parce que, en fait, le testament, il va porter en fait plus sur les biens, alors que le mandat de protection future, c'est vraiment plus de se dire, quand je ne suis plus en capacité, qui va s'occuper de la personne? D'accord. Et du coup, on pourrait faire un mandat uniquement pour ce qui est des aspects personnes. Voilà, après, effectivement, au niveau du mandat, oui, absolument. Absolument. Après, au niveau du mandat de protection future, quand on dit donc sur les biens, c'est à un moment donné, dans le mandat de protection future, la personne va dire, voilà, il faut tout faire. En fait, moi, quand je ne serai plus en capacité, je veux absolument rester à domicile et tout faire pour rester à domicile. Donc, tous mes placements, en fait, financent le maintien à domicile. Mais ça, dans votre testament, en fait, ce n'est pas des choses que vous pourrez dire. Dans le testament, c'est vraiment des choses que vous allez pouvoir léguer au niveau des biens. Ça ne sera pas dans la gestion courante. D'accord. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont totalement distinctes. Et effectivement, le mandat de protection future, après, le mandat de protection future, il peut se mettre en œuvre dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, voire bien plus tard encore. Mais effectivement, au moment où il va s'ouvrir, il faudra faire un peu la photographie de départ.
pour être sûr qu'après, il s'exécute correctement. D'accord. Il y a d'autres questions? J'ai juste envoyé un mail en privé au SAVS pour savoir sur quelle adresse mail je pouvais vous envoyer la présentation. Voilà, est-ce que… Moi, par rapport au mandat de protection futur, si par exemple je veux que ce soit un organisme qui s'en occupe, est-ce que je peux demander par exemple à ce que son frère ou à quelqu'un d'autre de la famille soit subrogé quand même pour avoir un œil sur ce qui se passe? Oui, bien évidemment. Puisque c'est libre en fait. C'est vous qui allez déterminer en fait dans le mandat de protection future ce que vous souhaitez. Donc à la fois, il peut la fratrie, un membre de la famille peut être nommé subrogé, ou alors aussi peut avoir par exemple une partie sur la personne et non pas sur les biens. Ça, c'est vous qui allez le déterminer, absolument. D'accord, bon, merci. Et ce qui est intéressant, si vous êtes intéressé par les mandats de protection future, je pense, renseignez-vous auprès, si vous en avez, de notaires de famille. Parce que sur chaque situation est vraiment particulière, individuelle, et il pourra vous conseiller au mieux par rapport à la composition de votre famille, de votre patrimoine. Il pourra vraiment vous donner des éléments qui correspondent le plus à votre situation. Parce que là, on est quand même sur des choses très générales, mais un mandat sera rédigé en fait différemment avec monsieur ou madame un tel et un autre couple, par exemple, en fonction de la composition de la famille et du patrimoine. D'accord, je vous remercie pour les renseignements. Bon week-end, Madame Marie. Madame Marie vient de se déconnecter, elle a trouvé ça très intéressant. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou alors on libère Madame Demeure et vous-même? J'avais une dernière question. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que le juge pouvait arrêter à tout moment le régime d'habilitation familiale. Mais comment il peut avoir des retours puisqu'il y a justement, il n'y a plus de comptes qui sont faits, qui lui sont transmis. Comment il peut arrêter à tout moment ce régime-là, vu qu'il n'a aucun retour? Alors, généralement, ça sera par dénonciation au sein de la famille. D'accord, je comprends. Ok, merci. De rien. Du coup, moi, je me permettrai de vous envoyer la présentation ainsi que les coordonnées de la TMP, d'ailleurs, c'est sur le PowerPoint, avec l'adresse. Je vais transmettre aussi mes coordonnées. Enfin, voilà, s'il y a besoin par rapport à l'intervention, voilà, vraiment, on se tient à votre disposition. On a un service, effectivement, de soutien aux tuteurs familiaux. Donc, c'est à la fois pour les mesures qui sont déjà en cours, mais ça peut être aussi en amont pour qu'au vu des situations individuelles de chacun, qu'on puisse vous conseiller au mieux. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter. Super. En tout cas, un grand merci vraiment, Madame Demeure. Merci à vous et puis désolée pour tous ces problèmes de connexion et déconnexion. J'espère qu'une prochaine fois, ça sera voilà, en présentiel. On l'espère tous. On l'espère tous et merci beaucoup. Après, oui, c'est les aléas du direct. Malheureusement, ces derniers temps, on est un peu sujet à ça. Voilà, un grand merci. Et puis, merci à tous aussi pour votre présence et vos questions. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bon week-end à tout le monde. Au revoir. Au revoir.